Vous écoutez Trends Bourse avec Gaël Poncelet et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance, en podcast réalisé avec le soutien de la banque ING. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Trends Bourse. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors dans un instant, Charlotte de Montpellier nous rejoindra pour clôturer cet épisode et nous parler surtout de ce nouveau président de la Réserve fédérale qui a été proposé par Donald Trump, une présentation de Kevin Warsh. Mais avant ça, Guy, il y a quand même pas mal de choses dont on doit discuter, des États-Unis entre autres, puisqu'il y a quand même quelques indicateurs américains importants qui ont été publiés la semaine dernière. Et puis, une saison des résultats qui a aussi amené son lot de bulletins. On va peut-être commencer avec ces États-Unis. Chiffres d'inflation publiés vendredi. C'était un peu un non-événement, on y reviendra. Avant ça, les chiffres de l'emploi qui ont été publiés mercredi. Eux, par contre, ont fait un petit événement. Enfin, si je peux appeler ça un événement. Oui, tout à fait, parce que l'emploi a marqué les imaginations, forcément. Heu, les créations d'emplois, pour le mois de janvier, donc, se sont montées à 130 000 unités, alors qu'on en attendait 70 000. Ouh là là, le marché a été vraiment très vigoureux. Le taux de chômage est d'ailleurs a baissé de 4,4% à 4,3. Remarquons au passage, ceci est un peu passé inaperçu, que les salaires ont augmenté de 3,7% sur un an. Donc le pouvoir d'achat, comme on en parle tout le temps ici, pouvoir d'achat des consommateurs s'est plutôt amélioré, donc c'est une bonne nouvelle économique. Alors j'entendais un commentaire disant: «Tiens, pourtant Wall Street n'a pas bien réagi». C'est vrai que la bourse américaine a perdu 1,5% ce jour-là, mais c'est normal, parce que dire que c'est bizarre qu'elle n'ait pas bien réagi, c'est un raisonnement économique, mais Wall Street réagit en termes financiers. Or, un marché de l'emploi plus vigoureux que prévu, ça signifie peut-être que la Fed trouverait une bonne raison de ne pas abaisser ses taux comme le marché l'attend, et c'est ça qui serait une bonne nouvelle. Maintenant, ces chiffres de l'emploi ont réservé aussi une très grosse surprise sur un tout autre plan. On a révisé à la baisse les créations d'emplois de 2024 et 2025, et quand je dis révisé à la baisse, c'est carrément à la hache, puisqu'il y a 900 000 emplois qui sont passés à la trappe, pour, si on peut ainsi s'exprimer. C'est 35% de moins que prévu, donc en création d'emplois. C'est sacré solde. Ah oui, c'est de super soldes. Ça, c'est une énorme surprise. Alors, ça n'a pas trop ému le marché, parce que c'est du passé aussi, il faut bien le dire. Bon, ça signifierait quand même que le marché de l'emploi est beaucoup moins résilient qu'il n'y paraît. C'est peut-être positif, là aussi, question de baisse des taux. Mais alors, dans le diable se cache dans les détails. Quand on gratte un petit peu ces chiffres, on s'aperçoit de 2 choses assez étonnantes. Moins 34 000 emplois en janvier, donc dans la finance. Est-ce que ce seraient les premiers effets de l'intelligence artificielle? Ah, tiens. Ah. 2e chose à observer, une grosse partie de ces créations d'emplois, l'ont été dans le secteur de la santé. Oui, mais ça n'est pas un signe de vigueur de l'économie, c'est un signe de vieillissement de la population, comme l'a souligné un commentateur. Donc ça n'est pas tellement positif, et si c'est pas tellement positif sur le plan économique, ça signifie que malgré tout, ça n'empêche pas la Fed de baisser ses taux éventuellement. Donc un peu en sens divers, ces chiffres de l'emploi, et visiblement le marché ne savait pas très bien sur quel pied danser. Bah, bon, il n'empêche que Wall Street, ce jour-là, a terminé en baisse. Alors du côté des chiffres d'inflation, qui étaient extrêmement attendus aussi évidemment par les marchés, là on peut quand même plus parler d'un non-événement en fait. Oui, là, effectivement, l'inflation, c'était rassurant. L'inflation était rassurante. On l'attendait à 2,5%. On vient de 2,7 en décembre, un chiffre qui était mauvais. Il y avait une hausse, là, en fin d'année dernière. C'est pas 2,5, c'est 2,4. Oh, donc très bien, c'est le sous-jacent, hors élément volatile, qui est à 2,5. Donc plutôt une bonne nouvelle, oui, effectivement. Si l'inflation est à la baisse, et encore une fois, c'est peut-être une raison pour la banque centrale américaine, la Fed, de quand même baisser ses taux sans trop attendre. Wall Street, finalement, a réagi positivement en cours de journée, plus 0,7, et puis en fin de journée, l'indice est revenu au point de départ. Donc effectivement, cette petite bonne nouvelle sur l'inflation est un peu une no news. Alors, Comment on explique ce retour en arrière finalement? mais oui, finalement, retour en arrière, tout à fait retour en arrière. Ce sont de nouveau, visiblement, les craintes en matière d'intelligence artificielle qui pèsent sur les entreprises de logiciels. Heu,
Il y a les fabricants de puces qui se portent toujours bien. Il y en a un qui a fait des éclats vendredi, mais les logiciels, l'intelligence artificielle est en train de massacrer ces entreprises. Petite parenthèse, c'est vrai aussi en Europe où Dassault Systèmes, une très brillante valeur technologique française, mais qui est dans les logiciels pour l'essentiel, a été massacré de 20% la semaine dernière, hein. Donc c'est ça qui l'emporte encore et toujours. On se fait beaucoup de soucis à ce sujet. Maintenant, autre élément positif à propos des taux d'intérêt, il faut quand même relever une chose, c'est que le taux à long terme, donc le taux des obligations d'État, le Treasury, a fortement chuté en ce mois de février. On était à 4,25 au début du mois, on est à 4 fin de semaine dernière, donc forte baisse. Ça, c'est très positif pour les marchés. On ne peut quand même pas l'oublier non plus. Voilà donc pour les indicateurs économiques américains. On est donc toujours dans la saison des résultats, on l'a dit. Quelques résultats peut-être à pointer au niveau européen. Je propose Guy peut-être de commencer avec Ahold Delhaize. Un bon bulletin, mais peut mieux faire. Mais c'était un bon bulletin, oui. La preuve, jeudi, l'action a grimpé de 11,5%, ce qui n'est quand même pas rien pour une valeur de cette importance, et encore 2% vendredi. Donc pas de prise de bénéfice, empressée, réaction technique comme on dit. Donc c'est très bien. Du coup d'ailleurs, cette valeur, sauve un petit peu l'honneur en ce sens que grâce à cela, elle sort du marasme dans lequel elle était plongée ces derniers temps. Elle affiche maintenant une hausse de 17,5% sur un an, ce qui est toujours très inférieur aux 28% de l'indice Belvin. Il a été quand même très brillant ces derniers temps. Sur 5 ans, la hausse est de 68%, c'est correct. Alors, réaction donc au quatrième trimestre, les résultats sur l'ensemble de l'année, bien sûr. Trimestre supérieur aux attentes, le chiffre d'affaires a grimpé de 0,9%. Ça peut paraître très peu, mais ça, c'est à cause de la chute du dollar. En fait, un taux de change constant, il est en hausse de 6,1%, ce qui n'est pas vilain pour une entreprise de distribution qui ne fera jamais plus 20 et même plus 10%, sauf circonstances exceptionnelles. Et alors, on a souligné aussi les ventes en ligne qui sont très bien démarrées aux États-Unis, qui démarrent pas mal en Europe aussi. D'ailleurs, on a dépassé le stade de démarrage, plus 13%, j'arrondis. Donc, résultat très correct. Alors, deux petits éléments à relever, ou même deux gros éléments en réalité. C'est que d'une part, le cash flow libre, une notion qu'aiment beaucoup les analystes de l'année écoulée, c'est monté à 2,6 milliards, ce qui est très très supérieur au minimum garanti entre guillemets par l'entreprise, ou prévu on va dire, qui était de 2,2 milliards, beaucoup mieux. Et deuxième élément, c'est que la direction s'est montrée quand même assez optimiste pour l'exercice 2026, avec dans ses projets un gros renforcement des marques propres et l'ouverture de nombreux magasins. Donc bonne réaction à de bons résultats et à un certain optimisme de la direction. Et du côté des analystes, l'avis est partagé? Côté des analystes, c'est assez étonnant. Parce que quand on voit leur opinion, la moitié sont à acheter et l'autre moitié à conserver. Donc il n'y a pas d'avis négatif. Et on parle ici de l'avis des analystes, dont certains datent peut-être d'il y a 3 semaines, mais dont d'autres datent de la publication des résultats. Pas beaucoup ont réagi aussitôt à une valeur importante comme ça, c'est normal. Alors, la maison qui est parmi les positives, qui est toujours à l'achat, en fait, affiche un cours de 42 €, c'est-à-dire 2,5 € de plus que la clôture de vendredi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de conseiller l'achat? Bon, et celles qui sont neutres, en fait, ont un objectif de cours inférieur, au cours de clôture de vendredi, donc après sa forte hausse de la fin de semaine. Alors, bon, sont-ils vraiment à l'achat? En fait, on pourrait dire que tous sont en réalité à conserver, que leur avis est neutre tout simplement. C'est un peu surprenant. Alors dans une autre catégorie, AB InBev a aussi publié ses résultats. On constate un petit rattrapage chez AB InBev. Oui, c'est une valeur qui a un passé, assez dramatique en bourse, s'entend. En fait, voilà, le marché a bien réagi à la publication des résultats jeudi. Vendredi, par contre, ici, il y avait déjà quelques prises de bénéfices. La valeur a un petit peu reculé. Enfin, jeudi, plus 5,7%, OK, c'est bien. Du coup, l'action était en hausse de 36% sur un an, c'est plus que l'indice Belvin. On vient d'en parler, c'est plus 28. Mais alors, ce qui est assez surprenant, c'est que en réalité, ces 36% sur un an se comparent à 30% seulement sur 5 ans. Je parle bien du total des 5 années, ce n'est pas 30% par an, bien entendu.
et se compare même à une situation catastrophique sur 10 ans. Le sommet de cette action date effectivement de 2016 et le cours actuel se situe à un peu moins de 60 seulement de ce record. Donc c'est une valeur qui a été désastreuse pendant 10 ans. Alors elle est en train de se rattraper tout de suite, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a de beaux résultats, du 4e trimestre, ici aussi, supérieurs aux attentes au niveau du chiffre d'affaires. Et alors, ce qui a frappé l'imagination, c'est que, et c'est vrai pour AB InBev comme pour d'autres, en fait, les résultats sont plutôt bons et supérieurs aux attentes, alors qu'on craignait qu'ils soient inférieurs, vu que les volumes ont régressé. Moins 1,5% de volume et plus 5%, j'arrondis pour l'EBITDA et 1% de mieux pour la marge opérationnelle. Donc, en vendant moins, ils ont gagné plus d'argent. Évidemment, en soi, c'est très positif, c'est évident. Je serais curieuse là aussi de savoir un peu ce qu'en pensent les analystes. Oui, et ici aussi, c'est un peu surprenant, un peu on se trouve dans cette situation assez semblable à Ahold Delhaize parce que ici, la grosse majorité sont à l'achat, il y en a peu qui sont simplement à conserver, il y a pas un seul avis négatif, mais alors l'objectif de cours, beh, en moyenne, il est égal au cours actuel. Alors, encore une fois, faut-il vraiment conseiller l'achat d'une valeur pour laquelle on n'espère pas de hausse de cours? C'est assez surprenant. Alors, il arrive régulièrement que les analystes ne revoient pas tout de suite leur avis et encore moins leur objectif de cours. Certains diront que pas mal d'entre eux courent après la hausse ou la baisse de cours. En réalité, ils mettent beaucoup de temps à ajuster. Mais bon, voilà, c'est une situation assez étonnante. Maintenant, c'est vrai que pour AB InBev comme pour Ahold Delhaize, on ne peut pas être d'un optimisme délirant. C'est une valeur de fonds de portefeuille, une valeur défensive également, même si l'entreprise fait des efforts de rationalisation, d'efficacité ou alors de diversification. On se souvient qu'AB InBev a racheté un fabricant de canettes l'année dernière pour 3 milliards de dollars. Donc, grosse opération. Ouais, c'est pas ça qui va changer sa physionomie ni son rythme de croissance du jour au lendemain, bien entendu. Donc, c'est une valeur défensive et pas une valeur spéculative du tout, a priori. Voilà qui est clair. Quelle est la leçon qu'on pourrait retenir de cette actualité? J'ai presque envie de pointer un peu l'avis des analystes en fait. Ils n'ont pas l'air de se mouiller trop pour le moment. Mais pas l'air de se mouiller, comme je viens de dire, souvent ils courent un peu, enfin certains d'entre eux courent un peu après les cours. Donc ce que je dirais, c'est que quand on voit cela, je viens de l'expliquer, on se rend compte que ce n'est pas l'avis des analystes qui compte. Il ne faut pas se dire: «Oh tiens, ils sont tous à l'achat, donc visiblement ils espèrent une hausse». Ben non, ils sont à l'achat, mais ils n'espèrent apparemment pas vraiment de hausse. Donc si on veut se forger une opinion sur ce que pensent vraiment les analystes, je dirais tout simplement ne pas regarder leur avis, achat, conserver, mais regarder leur objectif de cours et là, c'est parfois très différent et c'est ça la vérité à retenir pour avoir l'avis réel des analystes. Eh ben, merci beaucoup, Guy. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Il est temps de céder notre place à Charlotte de Avec plaisir. Montpellier, qui vient vous présenter le nouveau président proposé en tout cas par Donald Trump pour la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh. Merci, Guy, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Place maintenant à l'analyse d'un expert en investissement d'ING pour décrypter l'actualité économique. Bonjour, je m'appelle Charlotte de Montpellier, je suis senior économiste chez ING Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau président de la Réserve fédérale proposé par Donald Trump, Kevin Warsh. Qui est-il et est-ce que sa nomination fera une différence pour les marchés financiers? Ces dernières semaines, les marchés financiers attendaient avec une certaine appréhension de savoir qui Donald Trump proposerait comme successeur de Jérôme Powell à la tête de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale. Certains craignaient que si Trump nommait une marionnette, cela nuirait à la crédibilité de la Banque centrale, ce qui aurait pu entraîner potentiellement une perte de confiance dans le dollar et dans les obligations d'État américaines. Dans un tel scénario, de nombreux investisseurs se seraient probablement réfugiés dans l'or. Mais Trump a finalement proposé Kevin Warsh, qui a déjà siégé au Conseil des gouverneurs de la Fed entre 2006 et 2011. Le fait qu'il ne s'agisse pas d'un personnage fantaisiste s'est immédiatement ressenti sur les marchés financiers. On a vu le prix de l'or reculer nettement. Alors finalement, que peut-on attendre de Warsh si sa nomination est effectivement, in fine, approuvée par la commission sénatoriale compétente? Dans la presse, Warsh est parfois qualifié de faucon, car lors de son premier mandat à la Fed, il plaidait
plus souvent que d'autres membres du comité de politique monétaire pour des taux d'intérêt plus élevés. Mais cela, ça remonte il y a très longtemps. Trump, actuellement, ne l'a certainement pas proposé pour obtenir des taux plus hauts. Au contraire, on sait tous que Trump voudrait des taux plus bas. Le fait que la belle famille de Warsh soit l'un des principaux soutiens financiers du Parti républicain n'a clairement, probablement pas nui à sa nomination, donc ça a dû aider. L'épouse de Warsh, par ailleurs, possède une fortune d'environ 2,7 milliards de dollars. Mais Kevin Warsh a aussi choisi de jouer la carte de la sécurité et s'est aligné sur la ligne de Trump en matière de politique monétaire. Il défend pleinement l'idée des taux plus bas. Il estime que la révolution de l'intelligence artificielle va entraîner des gains de productivité majeurs, ce qui va permettre que l'inflation va diminuer structurellement. Selon lui, ça justifie des taux plus bas. Alors bien sûr, je peux comprendre le raisonnement sur le choc de productivité. Nous avons connu quelque chose de similaire dans le passé. Mais ça semble quand même assez improbable que cet effet se manifeste déjà fortement à court terme. On sait notamment que quand il y a eu Internet et l'ordinateur personnel, ça a pris du temps pour voir un impact sur la productivité. Et donc, ça remet un peu en doute l'idée de l'intérêt d'avoir dès aujourd'hui des taux bas. Par ailleurs, Kevin Warsh souhaite également réduire la taille du bilan de la Réserve fédérale, car selon lui, les achats d'actifs ont eu un impact négatif sur la capacité d'emprunt du secteur privé. Et il pense qu'une réduction du bilan entraînerait une baisse des taux d'intérêt. Alors pour le coup, c'est une absurdité assez forte. Toutes les études qui ont été publiées sur le sujet concluent que l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire les achats d'obligations par la Banque centrale, a conduit à des taux plus bas. Et ça a donc finalement aidé le secteur privé à emprunter davantage à coût plus faible. Si maintenant la Banque centrale américaine revend ses obligations, qu'est-ce qui va se passer? Cela devrait exercer une pression haussière sur les taux à long terme. Par ailleurs, Warsh a encore toute une série d'autres idées, trop nombreuses pour toutes les aborder ici. Mais je voudrais en souligner une. Selon Warsh, la Banque centrale ne devrait pas être dépendante des données, car ces données économiques sont constamment révisées. La Fed doit, selon lui, avoir une opinion claire et s'y tenir. D'accord, très bien. Mais une opinion fondée sur quoi exactement? Il est vrai que les banques centrales ne disposent pas toujours des données fiables. Les données du passé sont publiées avec un certain délai et elles peuvent être révisées. C'est pourquoi on compare parfois la conduite de la politique monétaire à la conduite d'une voiture, dont le pare-brise serait occulté. On ne pourrait utiliser que le rétroviseur. Mais si l'on veut se forger une opinion sur l'avenir, les données des derniers mois donnent déjà quand même une indication de la direction possible de l'économie. On ne doit évidemment pas devenir l'esclave des données économiques, mais celles-ci jouent certainement un rôle important dans la détermination des taux directeurs. Vous l'aurez compris, malgré une expérience de banquier central, les opinions de Warsh en matière de politique monétaire sont plutôt controversées. Mais est-ce que ça va vraiment changer la donne pour la politique de la Fed? Je pense que non. Warsh deviendra probablement le président de la Fed, mais il ne dispose que d'une seule voix sur les 12 du comité de politique monétaire. En plus, il va remplacer un autre gouverneur, qui a été aussi nommé par Donald Trump, Stéphane Mirin, qui lui aussi était favorable à des taux nettement plus bas. Donc finalement, on remplace une colombe monétaire par une autre colombe monétaire. À mon avis, la Fed va pour l'instant rester prudent. L'économie fonctionne encore relativement bien et l'inflation reste encore un peu trop élevée. Donc nous ne prévoyons pas que la prochaine baisse de taux va avoir lieu tout de suite. On pourrait en avoir, mais ce serait plutôt en juin et éventuellement une autre en septembre. Donc les taux pourraient encore baisser, certes, mais il n'y a aucune urgence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.